tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30, les titres à la une. Union africaine, c'est parti pour un mois de présidence du Conseil de paix et de sécurité par le Maroc. L'ordre du jour du programme du Royaume à cette instance panafricaine en décryptage avec notre invité, le politologue et professeur de droit, Mostafa Shihimi. Un décryptage également sur un grand titre de l'actualité économique de la semaine, la décision de Banque El Maghrib de relever le taux directeur à 2%, une décision qui se justifie par la Banque centrale dans un contexte d'inflation. Dans notre page loisirs, promenade au pied des gorges de Toudra, le paradis des randonneurs et des grimpeurs. On vous y emmène dans ce journal. 15e Festival international du film de femmes de Salé. Nous irons sur les traces de la mémoire judéo-marocaine avec le documentaire Ziara de sa réalisatrice Simone Bitton, un road movie qui visite des lieux de pèlerinage par les juifs marocains. À la une de l'actualité ce week-end, d'abord la confusion qui règne au Burkina Faso après le putsch militaire. Dans un communiqué, l'ambassade du Maroc affirme suivre avec attention la situation et les événements qui s'y déroulent depuis vendredi. L'ambassade du Royaume à Ouagadougou a mis en place une cellule de suivi de la situation et rassure sur la situation des membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays en appelant les compatriotes à rester à leur domicile et à observer toute la vigilance. La représentation diplomatique du Royaume met ses numéros d'urgence qui s'affichent à l'écran à disposition en cas de besoin. Et suite à cette situation, la RAM a déjà annulé ses vols Casablanca-Ouagadougou hier et aujourd'hui. Une mesure prise en raison de la fermeture des frontières aériennes du Burkina Faso. La RAM invite ses clients à consulter le programme des vols des jours à venir qui risque également de connaître des changements. Le Maroc a la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et c'est depuis hier samedi une présidence assurée tout ce mois d'octobre dans le cadre de son second mandat de 3 ans au sein de cette instance décisionnelle de l'organisation panafricaine. En clair, cette présidence traduit la consécration de la confiance dont jouit le Royaume au sein de l'organisation et de son rôle clé dans le maintien de la paix et la sécurité, mais aussi le développement du continent. Quel est le programme de ce mandat? Une déclaration à chaud de Mohamed Arouchi, ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA ONU. خلال هذه الولاية الثانية للمغرب داخل مجلس السلم والأمن ستسعى بلادنا إلى استكمال جهودها في مجال تعزيز السلم والأمن داخل القارة الإفريقية. Durant ce deuxième mandat du Maroc au sein du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, notre pays œuvrera à poursuivre ses efforts de renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique. Le Maroc adoptera une approche efficiente qui prend en considération les différents développements que connaît le continent. En cette conjoncture difficile, marquée par de grands challenges aussi complexes que multiples. سيحرص المغرب كما جرت العادة على تقريب وجهات النظر والإسهام في خلق زخم متجدد. Cette nouvelle approche vise à associer les différents intervenants concernés. Le Maroc veillera à rapprocher les points de vue. Il contribuera à créer une nouvelle dynamique en vue de garantir un traitement précis et approfondi des défis actuels pour parvenir à des solutions permanentes et réalistes. Des solutions qui répondent aux aspirations légitimes du citoyen africain en termes de paix, de sécurité et de développement. والتطلعات المشروعة للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية. Mostafa Shihimi est avec nous. Professeur, bonsoir. Et comme tous les dimanches, vous nous accompagnez pour plus d'éclairage sur les sujets d'actualité. Alors, nous venons d'écouter l'ambassadeur représentant permanent du Royaume à l'Union africaine. Première décision, il a tenu à rappeler que le Maroc adhère pleinement et de manière responsable au chantier de réforme du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais a toujours réaffirmé la primauté du Conseil de sécurité de l'ONU dans le maintien de la paix et la sécurité internationale, conformément aux dispositions et protocoles du Conseil de paix et de sécurité de l'UA.
Il faut rappeler d'abord un retour en arrière, que le Maroc est membre de ce Conseil de paix et de sécurité depuis 2018 pour un mandat de 2 ans, 2018-2019, suite à la réintégration du Maroc dans la famille de l'UA, donc en janvier 2017. Il faut aussi ajouter que c'est la 2e fois que le Maroc a un nouveau mandat de 3 ans. C'était un mandat donc, qui a fait l'objet d'un vote en février dernier, et le Maroc a été désigné et élu, donc porté comme membre de ce Conseil de la paix et de la sécurité avec une majorité de plus des 2/3. Autre observation, c'est pas la première fois que le Maroc préside le Conseil de paix et de sécurité, il l'a déjà fait en septembre 2019. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là, comme l'a dit notre ambassadeur d'ailleurs, c'est là l'expression d'une capitalisation diplomatique et d'une crédibilité. Le Maroc, en 2018-2019, avait plaidé et œuvré pour qu'il y ait une restructuration de ce Conseil de paix et de la sécurité qui était, il faut bien le dire, instrumentalisé notamment par le pays voisin. Pourquoi ? Parce que le président de ce Conseil de paix et de sécurité était un diplomate algérien, Saïd Chergui, qui donc avait œuvré dans le sens de la diplomatie de son pays. Le Maroc donc est venu pour une correction et un recadrage de la place et du rôle de cet organe-là. C'est un organe de décision, vous l'avez dit. C'est un levier important de l'architecture de la sécurité en Afrique. Et le Maroc a des idées sur plan. Il a des idées lesquelles le Maroc plaide et milite pour qu'il y ait davantage de gouvernance au sein de ce Conseil et de façon générale en Afrique. Également pour ce qui est des problèmes de paix, de sécurité, c'est sa mission première. Et aussi le fait que le Maroc apporte une contribution. Il faut rappeler le rôle du Maroc dans le maintien de la paix. Ça a commencé avec le premier contingent des casques bleus en 1960 au Congo. Ça s'est poursuivi en Somalie, au Soudan du Sud, en Côte d'Ivoire et maintenant en République démocratique centrafricaine. J'ajoute ceci, le tribut qui est payé par le Maroc au titre de cet engagement au service des objectifs de la paix et de la sécurité, nous avons plus d'une cinquantaine de militants et de militaires des FARC qui sont décédés. Il y a encore 2 mois, c'était 3 en République centrafricaine. 2 mois auparavant, c'était également une autre victime. Donc c'est une contribution agissante. Et le Maroc paye le tribut et le Maroc, donc au cours de cette présidence du mois d'octobre, va pousser les autres membres de ce Conseil à se remobiliser sur des dossiers qui sont actuellement à l'ordre du jour, qui sont prégnants: la lutte contre le terrorisme, le problème des soldats enfants, le changement climatique, le développement, la sécurité alimentaire, ce qui se passe en Sahel et aussi ce qui se passe en République centrafricaine. Alors, retour maintenant, professeur, sur une actualité économique phare de la semaine, l'augmentation par Banque El Maghrib du taux directeur qui grimpe à 2%. Pour la Banque centrale, la décision s'impose pour prévenir des anticipations d'inflation et assurer les conditions d'un retour rapide à des niveaux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix. Plus d'explications avec Wali Banque El Maghrib Abdeltef El Jouari avant l'éclairage de notre invité. Le niveau d'inflation a atteint un pic. L'indice des prix à la consommation a atteint le pic de 8% en août, après 7,7 en juillet. Sur l'ensemble de l'année, nos projections nous amènent à un taux de 6,3 et essentiellement à cause des produits alimentaires à prix volatiles. Et aussi, nous avons vécu, contrairement à juin, qu'il y a maintenant une diffusion au niveau des prix non échangeables, c'est-à-dire des produits internes et des services internes, de façon conséquente. En juin, l'inflation de ces produits-là était autour de 1,4. Nous sommes presque à 3, nous sommes à 2,8 au niveau de ces produits, et ça a concerné
au moins 66 produits dans les 116 sections que relate l'indice des produits à la consommation. Face à cette situation, et pour prévenir toute spirale inflationniste et prévenir aussi des anticipations d'inflation, c'est-à-dire prévenir que l'inflation ne s'installe de manière durable et de manière importante, et impacte aussi bien le pouvoir d'achat de la population que les coûts au niveau des entreprises, le Conseil de la Banque a décidé d'augmenter de 50 points de base le taux directeur de la Banque centrale en le portant de 1,50 à 2 points, à 2%. Alors, professeur, le Conseil de Banque El Maghrib a donc fini par décider d'augmenter ce taux directeur de 1,5 à 2. Cette semaine, à l'issue de la 3e et dernière réunion cette année du Conseil de la Banque, principal objectif, on vient de l'entendre, pouvoir agir rapidement face à l'inflation qui a atteint 8% en août, une première depuis 30 ans. Alors maintenant, comment ce resserrement de la politique monétaire va-t-il impacter les ménages? Quel impact aussi sur les contrats de crédit auprès des banques? Là encore, je cite Abdeltaf El Jouahri, 95% des contrats de crédit actuels sont à taux fixe et ces taux ne devraient pas donc être affectés jusqu'à la date d'échéance de ces contrats. Est-ce bien cela? Tout à fait. Il faut relever d'abord que les réunions trimestrielles du Conseil de Banque El Maghrib sont suivies avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est le taux directeur qui va donc impacter les taux des crédits. Donc ça intéresse les ménages évidemment, ça intéresse également les opérateurs économiques. Là, il y a un contexte mondial d'inflation. En Europe, la moyenne est de 10% aujourd'hui. Donc il y a là, sans parler des autres continents, il y a là un fait qui est préoccupant et il fallait donc que ce Conseil arrête une position. Il y a eu un débat au cours de ce Conseil sur l'augmentation ou pas. L'une des options, c'était de faire plus et finalement ça a été corrigé. C'est 50 points de base, c'est-à-dire qu'on passe de 1,5% à 2%. Pourquoi ça a été dit par le Wali, de Banque centrale? Parce qu'il y a une inflation qui s'accélère due à des raisons extérieures, exogènes, et d'autres intérieures, endogènes. Il y a aussi le fait qu'il fallait décider, parce qu'on ne peut pas se mettre hors champ par rapport à ce contexte international qui est inflationniste, et donc il fallait sortir d'une gestion immobiliste et il fallait donc appréhender cette situation-là avec intérêt. L'impact, évidemment, vous l'avez dit, ça aura un impact. Le Wali Banque El Maghrib dit que ça aura un impact minime. Il a évalué à 0,1 à 0,2% pour ce qui est donc du PIB, de l'impact sur le PIB. Il faut relever aussi que un recadrage a été fait par le Wali de Banque El Maghrib qui est intéressant. Il a dit le rôle de la Banque centrale n'est pas de soutenir la croissance. Ça, c'est l'affaire du gouvernement. Donc chacun son périmètre. Il a dit la mission de la Banque centrale, c'est de juguler, de maîtriser donc l'inflation. Et sur son plan-là, il a aussi relevé tout de même qu'il y avait une convergence d'approche entre la politique monétaire des deux crédits de la Banque centrale et celle du gouvernement. Cela dit, il y a des interrogations qui subsistent. C'est l'impact de cette augmentation du taux directeur sur la vie économique, en particulier pour ce qui est des consommateurs. Ça va forcément se répercuter et le risque, c'est qu'il y ait une répercussion supérieure à l'augmentation de 0,5%. Donc sur ce plan-là, c'est un élément. Il y a aussi l'attentisme des comportements, c'est-à-dire que les ménages qui voulaient faire des achats immobiliers, voitures, etc., vont dire on va attendre parce que c'est pas un contexte favorable. Et puis il y a aussi un autre comportement possible, c'est le fait que finalement tout le monde va être attentiste en disant on ne sait pas ce que demain nous réserve, d'autant que les incertitudes sont générales. Et il y a là un risque de frein pour la croissance. Donc nous sommes là dans une équation difficile, il s'agit de naviguer à vue, d'ajuster, et c'est bien qu'il y ait cette mesure-là, parce que ça prouve que la Banque centrale a en tête une politique monétaire. Il reste maintenant au gouvernement de définir les politiques publiques d'accompagnement de cette nouvelle situation. Et on le verra les prochaines semaines. Stafa Sahimi, politologue, professeur de droit, merci pour ce décryptage. Merci à vous.
À l'international, ce drame survenu en Indonésie, au moins 174 personnes sont mortes dans un mouvement de foule quand des milliers de fans ont envahi un terrain de football. Le drame qui est survenu hier soir dans la ville de Malang, à l'est de l'île de Java, a aussi fait quelques 180 blessés dans cet archipel d'Asie du Sud-Est. À présent, nous faisons escale à l'une à l'un des endroits naturels les plus visités du royaume, les plus adulés aussi des montagnes du Haut-Atlas. Ce sont les gorges de Toudra, impressionnantes merveilles de la nature, connues pour la splendeur de leurs falaises. C'est le paradis des grimpeurs et autres escaladeurs. Excursion avec Hassan Mandour, Zakaria Mouqin Billah et Mohamed Aït Leshkar. Leïla, Eugénie et Assia visitent pour la première fois les gorges de Toudra. Au pied des immenses falaises de roches, elles sont captivées par le décor. Vue imprenable, paysage féerique, eau abondante, le site a tout pour séduire. On profite de l'ouverture des frontières post-Covid pour redécouvrir une partie de notre pays. Donc que j'ai jamais vu auparavant et je viens accompagnée de mes deux bonnes copines. C'est pas ma première fois au Maroc, mais c'est ma première fois ici dans cette région. J'ai voulu me dépayser après le Covid et je trouve que c'est un endroit très serein, très apaisant. Sur place, les visiteurs peuvent pratiquer de multiples activités. Escalade, trekking, randonnée et sur l'itinéraire de la simple promenade, des produits de l'artisanat local et des gargotes qui proposent des plats bio, emblématiques de la gastronomie des zones de montagne. Le site semble reprendre son dynamisme habituel après 2 années de léthargie. Nous sommes de la Belgique, mais notre groupe de tous les touristes sommes des Espagne, Hollande, Italie, Hong Kong. Nous sommes beaucoup de touristes ensemble et oui, c'est très très joli ici. Nous sommes arrivés, ça fait 7-8 jours. On a fait beaucoup de visites. Les gens sont super sympathiques. Les gens sont très accueillants aussi et très souriants. Très, très, très bonne surprise pour le Maroc. On va encourager les Canadiens à venir vous visiter. Situées dans le Haut-Atlas, les gorges de Toudra sont très fréquentées par les visiteurs aussi bien nationaux qu'étrangers. À 15 km de Tinrir, à environ 190 km de Ouarzazate, les gorges de Toudra sont souvent le point de départ pour la découverte de la région d'Al-Atafilalt. Le rideau tombe sur la 15e édition du Festival international du film des femmes de Salé. Le Grand Prix revient au long métrage Ninja Baby de la réalisatrice norvégienne Ingvild Flick, un film déjà acclamé en Norvège et à l'étranger. Et parmi les œuvres qui se sont distinguées lors des projections programmées, Ziara, un documentaire de la réalisatrice Simone Bitton, un pèlerinage cinématographique au cœur du Maroc. Mohamed Aït Leshkar avec Abdrahim Benchiri. Dans son film documentaire Ziara, Visite, la réalisatrice franco-marocaine Simone Bitton retourne sur les traces du judaïsme marocain, une mémoire préservée dans un royaume millénaire fortement attaché aux valeurs universelles nobles de tolérance et de partage. Un voyage au Maroc et comme beaucoup de films que j'ai fait avant, ça traite des relations entre juifs et arabes, entre juifs et musulmans. Le film met en lumière le rituel de la visite Az-Ziyara, visite des saints, une pratique populaire que juifs et musulmans ont toujours eu en partage. Cette petite histoire que je raconte, très modeste, des gardiens musulmans au Maroc qui continuent de garder les sanctuaires et les cimetières juifs, c'est une petite histoire un petit récit d'espoir dans un monde où il n'y en a presque plus. Le film de Simone Bitton se veut une sorte de road movie au pays natal, un pèlerinage cinématographique où la réalisatrice va à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive. Où est-ce que vous cherchez cette douceur que vous avez à ficeler les histoires? Merci. Je la cherche, je sais pas, je la cherche du fond d'une détresse, pas parce que je ne suis pas naïve. Je sais que le monde va très mal. Simone Bitton est née
au Maroc en 1955 et après des études de ciné, elle devient professeure associée à l'université de Paris 8. Elle encadre ensuite des ateliers de réalisation. Elle a déjà à son actif une quinzaine de films et de séries pour la télévision et pour le cinéma. Du film d'archives historiques à l'essai cinématographique en passant par l'enquête, la biographie politique ou les portraits d'artistes, tous ces films témoignent d'un engagement humain et professionnel pour une meilleure appréhension de l'actualité, de l'histoire et des cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 ce soir avec Mohamed Reda Labidi. À bientôt.